Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio, bienvenue dans l'épisode numéro 13 de la Monday Night War. Nous sommes aujourd'hui le jour le plus important de l'année, le 27 novembre. Pourquoi c'est le jour le plus important de l'année, mon petit Dimitri ? Joyeux anniversaire! Oh bah merci, dis donc. Oh là 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 là. Bon alors moi je dis date spéciale, émission spéciale. On va commencer par Nitro. Vas-y, c'est toi qui débutes. Incroyable, hein ? Non, parce que je me dis, on a un nouveau champion du monde à la WCW. Donc c'est quand même le truc important de la soirée. Donc on va commencer par la WCW avec Nitro. Il y a pas mal de choses à dire. Ouais. On est en direct de Salem en Virginie, devant 5000 personnes, et l'émission a été regardée par à peu près 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui est approx la même chose que la semaine dernière. Si je te dis Salem, tu me dis quoi ? Les sorcières. Hocus Ouais. pocus. Oui, ouais. C'était pas le nom du chat dans Sabrina ? Oui, c'est ça, mais donc du coup, oui, c'est ça. Ouais. Sabrina, apprentie sorcière, tu vois, il y a un lien. Et bah voilà. Donc le show commence, on nous dit très vite que il y a eu plein de controverses lors de World War 3. Oui, Mais ça commence. on nous dit pas ce que c'est. Ouais. Et alors que Bischoff nous dit qu'il y a eu plein de controverses lors de World War 3, à sa gauche, à la droite de notre écran, qu'est-ce qu'il y a ? Bobby Heenan qui dit l'inverse. Non, il dit rien. Il est stoïque, il regarde la caméra et il agite un tout petit drapeau du Japon. Ah, mais attends, c'est qui dit l'inverse? Y a pas, c'est pas Mongo qui dit l'inverse? Je me rappelle plus. Je me rappelle que justement, je m'étais dit que les commentateurs étaient déjà pas au diapason dès le début. Je sais pas, moi j'étais obnubilé par le drapeau de Inan, qui visiblement ne fait pas du tout partie de ce qui est en train de se passer. Ah, mais alors du coup, c'est Mongo qui doit dire qu'il n'y a pas de controverse et c'est d'accord. Donc Inan a le drapeau du Japon. Écoute, j'ai même pas remarqué, tu vois. Ouais. Donc on nous dit qu'on va regarder ce qui s'est passé hier soir un petit peu plus tard, que Hogan n'est plus dans la dark side. Bref, tout va Allez. bien dans le meilleur des mondes. Ouais, il va falloir qu'on fasse. Il y aura pas mal de points à faire, je pense, dans cet épisode. Oui, we're gonna make Il y some aura un points. point Hogan. Il y aura un point Hogan qui sera important. Oui. Le premier match de la soirée, c'est un match revanche pour le titre de la télé, match revanche par rapport à celui qui a eu lieu hier entre Johnny B. Bad et Diamond Dallas Page. Oui. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, moi il y a un point à mettre aussi là. Il y a un point à faire. Ouais, il y a plusieurs points. Je sais pas si je vais faire toute une chronologie complète et puis on va faire un débrief à chaque point ou je sais pas. Donc, Diamond Doll accompagne Johnny B. Bad. Diamond Doll, c'est Kimberly. Mhm. Petite pépée tout à fait fraîche et très, très séduisante. Johnny B. Bad balance toujours ses frisbees dans le public. Moi, je comprends toujours pas. Les gens adorent. Oui. Je pense que c'est le seul truc à comprendre. Donc, Johnny B. Bad est un mec qui a quand même un canon à confetti. Il envoie des frisbees. Il est avec une femme âgée de 24 ans qui est absolument délicieuse. Mais sur sa fourrure, il y a marqué « Je suis de mauvaise humeur ». Bah, il est bad. Oui, mais I'm in a bad mood. Et le mec, il a quand même, il a tout pour réussir. Il réussit et en plus, il arrive à générer la fête autour de lui, quoi. Ouais, mais c'est son premier jour avec Diamond Doll. Oui. Alors il a peut-être pas eu le temps de changer sa cape. Ouais, je sais pas. Il va falloir qu'on fasse un point féminisme à un moment donné. Oui, bah j'ai demandé son avis à Wana pour pas que je me fourvoie non plus. Je te dirai ce qu'elle m'a dit. Ensuite, DDP fait son entrée. Mhm. Il est visiblement tristouné d'avoir perdu Diamond Doll. Alors parce que oui, voilà, du coup il faut faire une petite parenthèse quand même sur la stipulation du match de la veille où il y avait le titre télé qui était en jeu, mais il y avait aussi Diamond Doll qui était en jeu. Oui. Qu'est-ce qui vaut plus à tes yeux ? La ceinture de champion télé ou cette petite femme ? Alors on va faire le point féminisme maintenant. Vas-y. Parce que du coup, donc on a Kimberly qui ne se sent pas respectée par son homme Diamond Dallas Page, qui la délaisse, qui la maltraite psychologiquement, etc. Pour s'échapper de ça, elle s'est elle-même placée comme étant le prix dans le match de la veille entre les deux. Donc le gagnant remporte ses services. Donc sa vision à elle de l'émancipation, c'est donc d'appartenir à quelqu'un d'autre. C'est de s'offrir. D'appartenir à quelqu'un d'autre qu'elle ne choisit pas elle-même. Oui. C'est de s'offrir, c'est de s'objectiver, là, c'est tout ce que tu voudras, là, tu peux faire toute la terminologie. S'objectiver, c'est mériter le respect. Donc là, tu notes dans ton manuel de féminisme, voilà. Elisabeth Lévy.
Oui, 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 oui. Alors là, franchement, on est du même niveau d'incompétence. Oui, alors DDP Donc qui maintenant, elle visite. appartient à Johnny B. Bad. Voilà, mais DDP qui a compris qu'il était peut-être un petit peu trop ruste dans le passé, il ne vient Ouais. plus avec son cigare et voilà, Oui, oui. il est un peu plus terne, on va dire. Oui, il est tout penaud et il vient avec Un bouquet de roses. un Parce bouquet. qu'il veut se faire pardonner, bien entendu. Oui. Et alors là, attends, allez, je vais le faire d'une seule traite. Après, je vais te dire ce que j'ai demandé à Wana pour être sûr que moi, je comprenne bien que je ne comprends pas. Puis après, tu me diras ce que ça t'inspire. Donc, je vais me lancer là dans une espèce de diatribe. Vas-y. Donc, DDP vient avec des fleurs pour reconquérir sa dulcinée, en faisant croire qu'il est devenu un petit peu mieux que ce qu'il avait pu être jusqu'à présent. Oui. Il donne les fleurs et directement, comme un fils de rat, il attaque Johnny B. Bad par derrière. Direct. Ouais. Devant sa nana, à qui il a envie de dire « j'ai changé, je suis mieux ». Voilà. Oui. Malgré tout, Diamond Doll, débile qu'elle est touchée par ce bouquet de roses. C'est ça qui est très drôle aussi. Voilà. Donc elle est là dans la cruche, on est dans la fosse sceptique, quoi. Ah là, elle est en plein dilemme interne parce qu'elle a été gagnée hier soir, mais bon, son ex lui a quand même ramené des fleurs. Oui. Donc on peut comprendre qu'elle soit un petit peu perturbée. Et grâce à son acting qu'on ne voit que, parce que tout le match est filmé de l'extérieur du ring devant Diamond Doll pour qu'on voit son visage. On ne voit pas le match jusqu'au finish. Ah oui, non. Avec son acting, on voit très bien qu'elle se dit « Bon, c'est quand même un enculé, mais il m'a ramené des fleurs. Mm. » Elle est vraiment... C'est le choix de Sophie, comme on dit. Et donc elle tripote bien sûr les fleurs, car ça sent bon, etc. Et elle trouve dans les fleurs cachées une chaîne. Mhm. Et là, elle est complètement décontenancée. Que faire? Que faire? Alors déjà, en tout cas, elle sait quoi faire. Elle oublie complètement l'existence des fleurs. Là, elle était submergée par l'odeur et la beauté des roses. Une fois qu'elle a trouvé la chaîne, elle a posé les fleurs sur l'escalier au bord du ring et elle a complètement oublié qu'il y avait ça. Et elle garde la chaîne dans la main. Et maintenant, c'est ça la controverse. Ouais. Est-ce que je dois l'utiliser? Est-ce que c'est un message caché? Je pense qu'elle a voulu nous faire comprendre qu'elle avait compris que c'était un message. Genre, je te donne un indice, si tu veux me rejoindre, permets-moi d'utiliser cette chaîne qui est cachée dans les fleurs. Mhm. Mais par son acting, je ne l'ai pas capté. Voilà, je dis juste. Donc, on est face à un humain qui agit de manière totalement anormale, c'est-à-dire que elle garde la chaîne dans les mains au lieu de garder les fleurs, qui est le vecteur de la réconciliation. Pendant ce temps, voilà, on ne voit pas le match. La caméra est toujours devant Diamond Doll. Ça dure une éternité, 1 minute 30, presque plus. C'est extrêmement long. C'est un plan fixe. Voilà. Finalement, elle se décide. Donc, Diamond Doll, qui est anciennement femme de méchant, nouvelle femme de gentil, mais toujours un petit peu tiraillée par la méchanceté, ou en tout cas la nouvelle bonhomie de son ancien copain qui change, se dit « Allez, je vais lui donner la chaîne, et puis advienne que pourra ». Donc, psychologiquement, comment dire, il y a un volte-face là. Elle revient en arrière, elle revient vers le méchant. Oui. Ok, très bien. Sauf que... Le pouvoir des fleurs, le pouvoir des fleurs. Oui, le pouvoir des fleurs. Donc là, on est d'accord que dans sa tête, elle veut avantager DDP. Donc elle est reméchante. Mhm. Ou en tout cas, elle est avec lui. Mais DDP rate la chaîne. Elle glisse entre ses jambes. Johnny B. Bad la saisit, lui met un coup de poing et il remporte le match. On est d'accord ? Ouais. Oui. Ok. Quelle est la réaction de Diamond Doll ? Eh ben, vas-y, je te laisse poursuivre ta diatribe. Oui. Eh ben, elle est contente. Oui, elle est contente. Donc elle qui venait de se dire allez, je me remets avec mon ex parce que c'était un fling d'un soir, j'ai perdu un petit peu la boule, je me remets avec mon ex. Et ben finalement le nouveau ça va de nouveau. Il a gagné. Il a gagné. Et d'ailleurs elle le dit à la caméra, elle lui dit oui mais enfin lui il fait ouais coup de poing, c'est quoi cette chaîne, blablabla. Elle dit oui mais tu as gagné, c'est ça qui compte. Et il s'en satisfait parfaitement. Parce qu'il veut des explications, mais à partir du moment où elle lui dit c'est bon, tu as gagné, c'est bon, t'en fais pas, t'as gagné, il dit ok. Et là, il pointe la ceinture en disant ouais, TV champ et tout. Ouais, mais quand t'es avec une femme de ce niveau, tu sais que tu la mérites, enfin qu'elle a rien à faire avec toi. Donc si elle est avec toi, tu t'arrêtes pas à ce genre de détails. Mm-hmm. Donc tout ce qu'on vient de décrire, là on est déjà à 10 minutes d'émission, c'est long. J'ai quand même sollicité ma délicieuse femme. Il était 7h35 du matin, j'avoue. Elle se préparait, moi j'étais déjà sur le qui-vive. Et je lui dis, tiens chérie, j'ai un petit cas de figure à te présenter. Donc je lui décris de nouveau tout le bordel. Les fleurs, la chaîne, l'envoi de chaîne qui signifie le renversement, machin. Et je lui dis, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Je cite, et après on va passer à la suite parce que je pense que ça résume bien. Je comprends rien, ou alors elle est juste conne. Ouais, mais je pense que c'est les deux en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est possible. C'est, franchement, quand tu décryptes en fait scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Oui. Aucun. Ah oui, oui, oui. Et ce qui aggrave le truc, c'est que si tu fais ça entre Jim Duggan et Big Bob Rogers, admettons, j'en sais rien, c'est que Moins à la sexy quand même. Hein. moins sexy. Mais genre là, c'est quand même deux très bons catcheurs que tu pourrais utiliser dans un tout autre contexte, tu vois. Tout à fait. Genre là, de les emprisonner dans une storyline comme ça, c'est criminel. Aussi criminel que la présence de Hugh Morris dans le Dungeon of Doom. Oui. Donc, à la WCW, on a l'impression qu'il n'y a que 3 stars en fait. Mhm. Il y a Sting, Macho, Hogan, oui, bon, et Flair. Et sinon, il y a le reste du monde. Mhm. C'est assez dingue. Ouais. Et on nous annonce que donc le match de ce soir, les débuts de Hugh Morris à Nitro, ce sera contre Hogan. Ouais. Très bonne idée. Très bonne idée. On reviendra là-dessus. Ensuite, l'interview de Jimmy Hart et Taskmaster. Donc là, j'ai mis écoute sérieux, j'en peux plus, j'en ai plein le cul. Mais visiblement, il y a quand même un plan qui satisfait le Taskmaster. Parce qu'il avait un petit peu de doute au début, et puis à la fin, il fait ah oui, bon, d'accord, bon, alors, ok, si t'as réfléchi à ça, ça va, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'ils se prennent le chou pendant 5 minutes et que Jimmy Hart, pour le convaincre, lui dit juste « j'ai un plan ». Et là, tout le visage de Sullivan change en disant « ah, mais putain, fallait le dire avant. Allez, c'est bon, on est copains ». Parce qu'à la limite, s'il l'avait dit dans les vestiaires avant l'interview, genre bon, on va l'interview, ah oui, au fait, j'ai un plan. Tu vois, on aurait pas eu d'interview. Exactement. Voilà. Ensuite, on a un match par équipe féminin de femmes japonaises. Oui. C'est très intéressant. On en parlera un petit peu plus tard quand on parlera de Raw. Oui. Par rapport au fait que l'un soit enregistré et l'autre en live. Ouais. Donc, oui, de toute évidence, il y a plein de femmes japonaises en ce moment aux États-Unis, notamment avec le match 4 contre 4 des Survivor Series qui a eu lieu il y a quelques temps, là, il y a 8 jours. Oui, 8 jours. J'ai trouvé ça relativement étonnant quand même, parce que sur 2 heures de show éventuellement, mais sur seulement 1 heure de show, en plus c'est un match comme ça qui a eu pas mal de temps, ça a duré 4-5 minutes quand même, ça prend... oui, j'ai trouvé ça assez étonnant, sachant que les nanas on les reverra jamais, et puis voilà. Par contre j'avais complètement oublié comme les catcheuses japonaises hurlent, mais oui, hurlent pour tout le temps. Dans le ring tout le temps. Oui, c'est ça, c'est vrai, elles ne font que crier. Ouais. Mais c'était hyper bien. Moi, j'ai trouvé ça très très bon. J'ai trouvé ça brutal. J'ai trouvé ça créatif. Il y avait pas mal d'innovations. Alors, il y a Bull Nakano qui est dans le match quand même. C'est de loin la plus connue. Mm-hmm. Et je crois que c'est Bobby Heenan qui dit « Elle est plus grosse qu'une Honda ». Je te laisse avec ça. Oui, effectivement, elles se sont vachement données, les meufs, etc. Ce genre de match, en tant que surprise, je m'étais dit, c'est peut-être plus judicieux de le mettre en pay-per-view pour que les gens se disent ah ouais, tiens, merde, ils font des petites surprises de genre en pay-per-view, quoi. Parce que tu le mets à Nitro, tu te dis pas cool. Nitro la semaine prochaine, peut-être je le regarde parce qu'il y aura un truc du genre. Alors que le pay-per-view, comme il y a 3 heures de match, c'est sympa quand tu sais que ça peut être agrémenté par des trucs dans le genre. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Oula, tu as quitté ton micro là. Non, oui, vas-y, c'est bon. Tu as quitté le poste là, sans prévenir. Je t'ai entendu. C'est bon. Donc ensuite, on a Hugh Morris contre Hulk Hogan. Donc on a un énième exemple, depuis le début de la Monday Night War, je sais pas le combienième c'est. Un nouvel exemple d'un mec qui débute, donc qui a besoin de gagner pour avoir le vent en poupe, mais on le fout direct contre Hogan. Donc de toute façon, ça peut pas être productif parce qu'il est obligé de perdre. Et en plus, à la limite, il peut y avoir des cas de figure où tu sais que le big name contre qui il est va lui, entre guillemets, lui donner beaucoup pour l'élever. Tu vois, genre, je sais pas, Cena contre Angle en 2002. Oui, voilà, oui. Cena c'était un no-name, Angle c'était un big name, mais tu sais que Cena peut perdre en étant quand même élevé par ce que va faire Angle dans le ring. Ouais. Là, c'est pas le cas. Hogan, tu sais très bien que c'est pas le cas. D'ailleurs, je fais un petit calcul. Entre ce Nitro et les débuts de John Cena en 2002, il y a 7 ans.
Ouais, oui. Ce qui fait moins de la moitié entre aujourd'hui et les débuts de Cena, quoi. Oui, c'était compliqué comme phrase, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, alors que Cena, j'ai l'impression qu'il a débuté hier et qu'entre Cena et Nitro, il y a eu 3 générations, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Est-ce qu'on peut faire un point Hulk Hogan? Alors peut-être que dans ce que j'ai envie de dire maintenant, je vais faire ce point. Vas-y. Donc Hogan se fait pour la énième fois depuis le début de la Monday Night War. On va évidemment occulter tout le reste de sa carrière. Il se fait casser la gueule. Il se dégage du finish de son adversaire. Il Hulk up. Il lui met 3 coups de poing, un big boot, un leg drop. Et il gagne en se relevant, comme d'habitude, comme lors du premier Nitro, il me semble, avant même le compte de 3. Mm-hmm. Dans la famille, je m'en bats les couilles, et ben tu as 8 générations de cousins et d'oncles. Hein. Ouais. Et en plus, il passe un ralenti, et là tu vois clairement quoi, c'est 1, 2, Hogan se relève, l'arbitre compte 3, quoi. Ouais. Bah là, ce match, c'était encore plus Hulk Hogan que Hulk Hogan, en fait, tu vois. Genre là, il revient à ses racines rouges et jaunes. C'est ça le point qu'on aimerait faire. Pour marquer qu'il est vraiment bien revenu, il fait un match caricatural de tout ce qu'il était avant, quoi. Oui, ok. Ah bah oui, quoi. Moi je l'ai même pas perçu comme ça, quoi. Bah là, c'est vraiment le retour de Hulk Hogan des années 80, quoi. Ouais, maintenant que tu le dis. C'est vrai, des fois je me... Du coup, est-ce qu'on peut... Parce que là, les auditeurs, ils nous ont arrêtés, enfin, on les a laissés à Hulk Hogan avec un glaive. C'est pour ça qu'il faut faire un point, même si on parle pas des pay-per-view. Que s'est-il passé avant la bataille royale à 60 catcheurs et 3 rings? Il y a eu une interview avec Macho Man, Sting et Hogan. Mm-hmm. Je pense qu'on peut faire une seule phrase, pendant laquelle Hogan a dit « Ok, tout va bien », il a arraché son truc noir, il a dit « C'est bon, je suis de nouveau jaune ». C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Il a jeté ses vêtements noirs dans une poubelle et il l'a enflammé. Ouais. Voilà. C'est la fin de la storyline du Dark Side de Hulk Hogan. Donc la semaine dernière, il était dans un donjon avec le masque de Fantomette. Le masque de Fantomette et une épée, en demandant la tête de Ming. Et le dimanche, il s'est dit, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Je reviens au jaune et rouge, je suis de nouveau le héros des enfants. Mm-hmm. Voilà. Ce match-là nous l'a bien montré. Effectivement. Ensuite, on a une interview de Macho Man, le nouveau champion du monde. Son premier règne de champion du monde à la WCW. Il faut faire un point Macho Man. Est-ce que tu veux faire le point pendant le point bataille royale, etc. Oui, vas-y, on peut faire le point bataille royale, parce que comment est-il devenu champion? Voilà. Donc bataille royale. Il est devenu champion déjà. Bataille royale. Vas-y. Ah oui, tu voulais parler du géant et tout ce qui bouge là? Bah, déjà, concentrons-nous sur le Macho Man, sur la fin du match. Donc, il y a des mecs dans le ring. Et à un moment, donc il reste Hogan, Macho Man et One Man Gang. Ouais. C'est pas une erreur, les gars. C'est le One Man Gang qui était dans le final du Rumble 89, je crois, avec DiBiase, c'est ça? Ouais, il a bien rien. Ou Big John Studd, je sais plus. Dans 89, je crois que DiBiase a éliminé One Man Gang. Ouais, c'est DiBiase, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, One Man Gang. On est ok. One Man Gang. Le géant se fait éliminer comme un Nitro, corde à linge, mon cul sur la commode. Bah, et là, il se fait éliminer comme Sid Justice au Rumble 92, là où en fait le Big Show. Le géant s'occupe de je sais plus qui, de Luger et Savage, je crois, et Hogan arrive par derrière et fait basculer tout le monde en fait. En fait, c'est Luger et Sting qui s'occupent du géant. Ah voilà, oui, Luger et Hogan arrive et il jette tout par-dessus la troisième corde. Oui, c'est ça. Donc il reste dans le ring, sauf que là, le géant le tire par en dessous de la première corde. Mm-hmm. Et je ne sais plus pourquoi à ce moment-là, les arbitres n'ont pas vu ça, en fait. Ouais. Je ne sais plus. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, mais je ne sais plus pourquoi ils n'ont pas vu.
Et donc, en fait, pendant cette interview, voilà, il faut recontextualiser le truc. Macho Man interview. Hogan arrive en disant oui, t'es champion, mais moi, j'ai pas été éliminé. Donc, flashback à qu'est-ce qui s'est passé hier soir. Et ce qui s'est passé hier soir, c'est ce qu'on vient de vous décrire. Et Hogan dit je ne suis pas un menteur, regarde plutôt. Oui, parce que là, donc du coup, précisons quand même, vu que tout ça est quand même très confus, Hogan est donc tiré en dessous du ring, et après l'arbitre, quand il se retourne, il voit Macho Man dernier survivant dans le ring, et il le sacre champion. Oui, mais mon truc, c'est que je me souvenais plus pourquoi l'arbitre n'avait pas vu le rififi avec Hogan et le géant. Oui, mais ça, à la limite, je trouve que c'est secondaire. Le simple fait que, juste le fait de voir Hogan plus dans le ring, il a considéré qu'il a été éliminé sans se poser aucune question, tu vois. Bah oui, écoute, on va pas demander la VAR, Oui, surtout que comme disait Molière. Surtout que t'as... Oh putain. Oh là là, la blague, l'équipe du soir. Bon, pendant que tu rigoles, je vais continuer. Donc, Aïe, aïe, aïe. Hogan demande à ce qu'on montre les images. Macho Man, il fait ouais, vas-y, je vais regarder, machin. On voit tout ça. Sauf que au moment, dans ce ralenti, pas dans la réalité qu'on vient de vous décrire, dans ce ralenti qu'on nous montre à Nitro pour comprendre la raison pour laquelle Hogan n'a pas été éliminé, au moment où le géant le tire en dessous du ring, ça s'arrête. Ça bug. Ça bug. Il y a la neige là sur la cassette vidéo. Ouais, et donc là, Macho Man, il fait moi je te crois, mais si j'ai pas vu, je te crois pas. Ou un truc du genre. Et voilà. Le géant arrive, il chokeslam Macho Man par terre, dans l'allée, tout va bien. Alors là, par contre, cette fois-ci, alors autant ils l'ont déjà dit plusieurs fois, mais là, vraiment sur le béton, quoi. Oui, il y a quand même une petite moquette. On the market. On the market, mais ouais, ça fait mal quand même. Ouais, ça fait mal. Sting arrive. J'ai 40 000 tirés dans mes notes, ça me fait rire tout seul. Ouais. Autre chose. Mais moi j'ai dit, j'ai écrit aussi en première note, en genre avertissement. C'est très confus et beaucoup trop rapide. Hogan, d'ailleurs, quand il arrive, il appelle. Putain, il appelle... déjà 22 minutes d'émission, on n'a même pas fini Nitro, quoi. Hogan, quand il arrive, il appelle Macho Man Brother Friend. Comme les voitures de course rouge. Mais même lui, il est confus en fait. Bon, vas-y, on va enchaîner. Ah, t'as pas compris ma blague des voitures de course rouge? Les voitures de course rouge, dis-moi. Non, j'ai pas compris. Les frères amis. Ah, les frères amis, oui, d'accord. Allez. Voilà. Allez, on continue. Donc Hogan arrive. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Il prend une chaise. Enfin, Sting arrive, Hogan prend une chaise et il court avec sa chaise pour frapper le géant dans le dos. Ok. Alors, comment dirais-je? Putain. Je pense que quand on va faire les nitros qui vont durer 3 heures, ça va être compliqué parce que ça va nous prendre une journée à regarder les shows et une journée à enregistrer les podcasts. Faut qu'on aille plus au... Tu vois? Non, mais là, celui-ci, il est incroyable parce que là, on peut dire... Alors, il met quoi? Il met 6, 7, 8 coups de chaise au géant. Alors, avant ça, moi, ce sur quoi j'aimerais m'arrêter d'abord, en priorité, c'est les 4-5 coups de chaise dans le dos du géant, dans le ring, entre lesquels, en fait, il court dans les cordes. Enfin, comment dire? Allez, je vous dis, il frappe le géant dans le dos, ok? Boum, donc il est juste à côté de lui. Il a les 2 mains dans la chaise. Donc, courir sans les bras, c'est compliqué. Parce qu'on bouge toujours les bras quand on court. Donc là, si tu cours avec un truc dans les mains en hauteur, tu cours comme un débile mental. Sauf que lui, non seulement il doit courir pour revenir, mais d'abord il doit courir en arrière jusque dans les cordes pour faire semblant de prendre de l'élan et revenir en courant. C'est un des trucs les plus ridicules que j'ai vu de ma vie, franchement. Bah, moi, franchement, là, je pense qu'il lui met parmi les pires coups de chaise qu'on a jamais vus. Alors, dans le dos, ça va encore. Mais quand ils sont dans l'allée... Mais quand ils sont dans l'allée et qu'il lui met un coup de chaise sur la tête... C'est incroyable. On a l'impression qu'il a un bazooka et qu'il est en train de toucher un verre de cristal, quoi. C'est incroyable. Et puis, il n'y a aucun mouvement, en fait, de la chaise vers le géant. Non, mais ça, je sais plus quand est-ce qu'il avait mis un coup de chaise aussi, de manière beaucoup plus récente à la WWE. Un truc, mais ridicule. Où tu te dis, non mais mec, là c'est plus possible, on n'est plus en 86, tu vois. Ouais. À noter quand même dans ça, parce que c'est pas vraiment... Enfin, ça m'a surpris parce que c'était pas du tout mis en avant par les commentateurs, c'est qu'il frappe l'arbitre aussi. Hein. Oui, exact. Et ouais, c'est quand même... L'arbitre, ça peut être considéré comme quelque chose, et personne n'en fait rien.
C'est vrai. Donc oui, les pires coups de chaise de l'histoire du catch sont dans ce show. Un segment qui, c'est waouh, 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 encore. Hein. On continue, on oublie tout? Vas-y, on continue, Ok. on oublie tout, il y aura d'autres trucs, t'inquiète. Ensuite, main event de la soirée, Arn Anderson et Brian Pillman contre Sting et Lex Luger. Lex Luger arrive après Sting, sans musique, pendant, je sais pas, sa musique elle commence, il est déjà à la moitié de l'entrée, enfin de l'allée qu'il mène vers le ring. On ne sait toujours pas ce qu'ils se sont dit hier, ni il y a 2 semaines. Car Oui, hier, on comprend pas grand-chose. Hein. oui, car hier, donc avant la bataille royale, il y avait aussi un match entre Luger et Macho Man. Et Sting a dit un truc à Luger qui lui a fait relâcher la prise, un petit peu comme Luger avait dit quelque chose à Sting qui l'avait fait lâcher le Scorpion Deathlock sur je sais plus qui, Flair je crois, il y a 3 semaines. Mais on sait toujours pas ce qu'ils se sont dit. Voilà. On saura, on verra la semaine prochaine, mais en tout cas dans ce Nitro on le saura toujours pas en fait. Non, et c'est ce que Sullivan reprochait j'allais dire à Teddy Hart, à Jimmy Hart, avant, en disant que si Luger avait fini le travail, on n'en serait pas là. Oui. Donc la foule est très chaude pour cet affrontement de haut calibre. Oui, là, il y a des stars. Là. Un moment, Sting porte le Scorpion Deathlock sur Arn Anderson. C'est du bon catch, enfin, je veux dire, pas tourner autour du pot, on sait à quoi s'attendre avec ces bonhommes-là. Scorpion Deathlock sur Arn Anderson. Brian Pillman monte sur la 3e corde pour essayer de sauter, intervenir ou machin. Luger l'en empêche et le pousse de la 3e corde. Sauf que le con, il atterrit quand même sur Sting. Et voilà. Ça va pas arranger leurs affaires. Hein. Et donc, est-ce que c'était intentionnel ? Controverse. Surtout que juste après, Sting rate encore un tag parce que Luger est un petit peu affairé à l'extérieur du ring avec Pillman. Donc ça fait 2 timings comme ça qui sont un petit peu, tu vois, pas piqués des hannetons. Et finalement, la victoire revient à Luger et Sting après un roll-up de Sting sur Pillman pour une explosion de la foule alors que Ric Flair arrive direct. Ouais. Pendant le match, alors petit moment, tu m'accordes le petit moment Mongo McMichael avec plus que du plaisir. Qui parle du chokeslam du géant sur le Macho Man sur le béton juste avant. Il dit, ouvrez les guillemets, je ne sais pas s'il est mort. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Enfin, on ne sait toujours pas s'il est mort. Voilà. Bah, je veux dire, depuis maintenant presque 3 mois, on a quand même eu un mec qui a catché en main event 20 minutes après être tombé du haut d'un immeuble. Oui, c'est vrai que maintenant la notion de danger est quand même... intégrité physique et tout. Sting a mentionné plusieurs fois qu'il allait laisser Flair mort dans le ring. Qu'est-ce qu'il y avait il y avait la tête coupée de Ming. Voilà, Hogan avec son épée qui voulait couper la tête de Ming. Oui, c'est pas plus déconnant qu'autre chose. Oui, non, mais c'est toujours... Donc il défonce les faces. Donc Flair, Anderson. Flair qui a un pull XXXL. Oui. Mais moi j'aime bien sa tenue. Ah oui, non, mais il est formidable. Mais il a un pull avec rien en dessous et qui lui arrive au genou. Non mais un pantalon à pince avec un pull en laine triple XL quand t'es baraque. Moi je dis, j'aimerais pouvoir me permettre de m'habiller comme ça, physiquement. Ouais. Mais non. Hogan arrive, il fait maison nette. Hogan arrive, quoi. Hogan, c'est la combientième fois qu'on le voit dans le show ? Beaucoup trop. Les Heels s'enfuient, et là, Hogan veut frapper Luger. Mais Sting l'en empêche à son tour. Ça discute. Et ensuite, on a une poignée de main. Et point. Et c'est la fin, on va à la conclusion. Ouais. C'est-à-dire que là, éventuellement, tout comme la semaine dernière, si les crédits de fin, si l'émission s'était terminée pile direct sur cette poignée de main, je me serais dit, putain, qu'est-ce qui se passe semaine prochaine, quoi. Et ben là, non, de nouveau, toute la tension créée par ce cliffhanger est dissipée par la conclusion de merde, où on va nous rabâcher ce qui s'est passé pendant le show, que je viens de voir, et qui maintenant qu'on me l'explique, ça m'intéresse plus. C'est fini. Ouais. Oui, toute la magie a disparu. Et le verbiage, comment on dit verbiage ? Non, ça n'existe pas en français, verbiage.
Le La script. terminologie. Ouais, voilà. Le script qui est utilisé pendant leur conclusion, ils auraient très bien pu l'utiliser en tant que script de voice-over de la fin du show. Ouais. Enfin, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc moi j'aime beaucoup la storyline Macho Man, Sting, Luger, je l'avoue, il n'y a pas de souci. Mais j'en peux plus que du donjon et de Hogan qui est finalement rien d'autre qu'une pièce rapportée qui n'a rien à voir avec la storyline en fait. Ouais. Bon là j'ai trouvé que franchement sur ce, comme dit, c'est au moins intéressant dans le sens où il se passe toujours des choses et que la story prend 12 twists par semaine, etc. Mais là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de Hogan et quand on voit tout le monde là dans le catch plus contemporain qui se plaint de la surutilisation d'un Roman Reigns ou de John Cena à l'époque, etc. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces shows pour comprendre que Hogan était le seul centre du truc pendant. Enfin, il est au centre de tout, quoi. Mhm. Tout tourne autour de lui. Comme le One to Kid à Raw, presque. Exactement. D'ailleurs, tu vas nous en parler. Vas-y, alors, du coup. Mais d'ailleurs, il n'y a même pas de One Two Three Kid dans ce show. Non, mais c'était. Oui, Ah, il faut un peu de repos quand même. C'est une blague rhétorique. On est où? On est toujours à Richmond, en Virginie, devant 4500 personnes, donc la plus grande foule depuis le début de la Monday Night War, devant 2,3 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire qu'on a un copier-coller des audiences de la semaine dernière. Voilà, je te fais un petit plaisir, c'est quelle date? C'est le 27 novembre. Bon anniversaire. Merci. Donc on commence. Alors là, le ton est très très solennel pour commencer. Il y a une petite musique triste. Vince avec la voix très concernée qui récap tout ce qui s'est passé et tout ce qui est arrivé à Shawn Michaels la semaine dernière. Il s'est donc écroulé dans le ring à la fin du main event. Vince en profite pour rappeler à l'audience que tout ça c'est très dangereux, que ce sont des athlètes professionnels, mais qu'il y a quand même un vrai danger. Pour commencer le show, c'est pas le truc qui te met le plus dedans parce que c'est pas très très joyeux. Par contre, immédiatement quand on arrive au live, on retrouve Vince qui fait Welcome everyone, machin, il gueule comme c'est pas permis, donc ça m'a fait sourire. La musique du clip. Oui, c'était une musique d'enterrement totale. D'enterrement et d'ascenseur à tel point que, pour moi, quand je fermais les yeux comme ça m'a transporté. J'avais l'impression d'entendre la musique de la série Tribunal. Oh, alors là, tu vas trop loin dans les références. Je me rappelle de Tribunal, mais pas du tout de la musique. Ok. Je me rappelle de, comment il s'appelle, Perry Mason. Oui, ça je regardais pas, Perry Mason. Ouais, non, mais du coup, je pourrais te faire la musique de Perry Mason, mais pas Tribunal. Ouais, donc là, du coup, c'est drôle parce que Vince est de nouveau hyper éveillé, hyper excité pour nous annoncer le programme de ce soir. On aura Kama contre l'Undertaker avec toujours cette éternelle storyline de l'urne de l'Undertaker. Et on aura la présence de Bret Hart qui sera interviewé par le fameux Brother Love. On commence avec Ahmed Johnson qui fait son squash hebdomadaire contre Rad Radford cette fois-ci. Ahmed, squash qui est particulièrement dominant. Alors là, il lui donne rien. Il ne vend rien. On voit Bob Backlund faire campagne dans la foule. À un moment donné, il lui met un axe kick. Alors, il lui met un premier. Il lui met un premier, ça va. Mais 20 secondes après, il lui en met un deuxième en plein dans la gueule, quoi. Dans le nez. Alors, le mec est mort. Le mec est mort. Alors là, tu vois, on peut le dire comme la WCW, il l'a tué sur ce truc. Waouh, putain, vraiment, vraiment violent. Bon, Spinebuster, toujours pas de nom pour le finish, la Tiger Bomb. La foule est morte. Parce qu'il y a de nouveau ce bruitage en post-prod, débile, zéro subtilité. Oui. Le même son que la semaine dernière, qu'il y a 3 semaines, qui a que la même piste son qu'il y a dans toutes les salles quand le public est assis sur les mains, quoi. Qui va atteindre des niveaux catastrophiques un peu plus tard dans le show, on en reparlera. Ah bon. Oui. Attention. Donc ensuite, Ahmed, interviewé par Jerry Lawler, qui lui dit que Dean Douglas va lui donner une leçon à In Your House 5. Donc là, on a un match qui est annoncé. Dean Douglas arrive, il vante plutôt le physique d'Ahmed Johnson, disant que ça va devenir une superstar, qu'il a tout pour, etc. Mais que lui va lui apprendre la vie dans la salle de classe. Ahmed Johnson, il est pas là pour rigoler, il veut un match cash, il monte dans le ring en lui disant vas-y ramène-toi, il y a des officiels qui viennent pour les séparer avant qu'ils puissent en venir aux mains. Là, tu vois, autant pendant le match, la foule était pas chaude, autant pendant ce petit segment d'après-match, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt pas mal over tout ça. C'était pas mal, et Vince McMahon se fend d'une remarque absolument lumineuse. Laquelle ? Quand Dean Douglas dit
tu as tout pour devenir une superstar, mais il faudra passer par mon école ou ma classe Ouais. pour y arriver. Vince McMahon dit, mais de manière très, très sérieuse, comme si ça ajoutait au truc, je me demande qui seront les élèves. Bah déjà, Matt Johnson. Non, mais quel... Ça sera Putain, mais des fois, tu te demandes, quoi. Franchement. Ouais. Allez, vas-y. Bon, on retrouve Vince McMahon du coup pour encore une vidéo qui récap alors tous les malheurs qui sont arrivés à Shawn Michaels là depuis des semaines et des semaines. Là, c'est le Euh, segment hôpital qui se fout de la charité. Pourquoi? Bah, parce que il rappelle dans les détails comment Shawn Michaels a tous les syndromes de la post-traumatisme crânien, Oui. que c'est très dangereux, il faut surtout pas faire quoi que ce soit en cas de doute, etc. Alors que jusqu'à encore très récemment, le mec a fait catcher des mecs qui avaient les cerveaux en bouillie Ah oui, à ce niveau-là, et d'accord. qui avaient, Oui, bien sûr. qui avaient une concussion la veille, et puis le lendemain, c'était quand même powerbomb et compagnie, quoi. Oui, surtout que du coup là, donc voilà, il récap un peu tout, le parking à Syracuse, que depuis il a eu les symptômes post-commotion cérébrale, la nausée, dépression, vertige, enfin tous les effets qu'on peut imaginer. Il est à peine pas dans l'excès puisqu'il ajoute que c'est la superstar la plus courageuse de l'histoire de la WWE puisqu'il compte revenir à l'action bientôt. Donc justement c'est ça. Donc il te dit tout est très 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 grave, etc., etc. Faut pas qu'on en arrive à ça. Et à la fin il te dit il revient très bientôt. Donc bon, un peu étrange comme truc. On a notre ami VRP Paris Didinsky qui nous vend cette fois-ci. Alors on retourne dans des trucs un peu plus normaux là, un t-shirt, un simple t-shirt de Bret Hart. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de POG, il n'y a pas de calendrier, juste un Il t-shirt. n'y a pas de gants. Franchement, on est presque déçus. Oui, pas d'accessoires, tu vois, pas de petites lunettes, pas de spandex, rien du tout. Bon, 20 balles, t-shirt, étonnant. Deuxième match ensuite, on a un match de Joshi, de catch féminin japonais, entre Aja Kong et Tomoko Watanabe contre Alundra Blaze et Kyoko Inoue. Bon, tout ce bon monde-là était déjà dans un match à élimination à Survivor Series 8 jours avant. Mhm. Je sais pas si tu as remarqué, alors Tomoko Watanabe, je trouvais que c'était sosie de Takeshi Morishima. Watanabe. Ouais, Watanabe. Takeshi Morishima qui a mangé le Macho Man, comme tu dirais, tu vois. Elle avait la tenue du Macho Man et la gueule de Takeshi Morishima, donc C'est une vrai. très très belle. C'est-à-dire pour les références jeux vidéo, Todd dans Super Mario. Voilà, c'est ça. Bon, Aja Kong, Elle ressemble à Aja Kong. c'est ça. Elle fait maintenant partie du roster de la AEW. Et comme au Survivor Series, elle est bookée comme une superstar monstrueuse. Le match tourne un peu autour d'elle. Et toute la construction du match, c'est qu'on évite soigneusement de faire s'affronter Alundra Blaze et Aja Kong jusqu'à la séquence finale qui est assez explosive, plutôt dynamique. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal dans la fin. Aja Kong gagne avec un spinning backhand là. Le problème, c'est que voilà, c'est que tout le match nous fait un peu saliver pour le futur affrontement entre Alundra Blaze et Aja Kong, qui pourrait vraiment changer là des Alundra Blaze contre la grosse Bertha et tout qu'on a vu ces derniers temps. Le problème, c'est que ça mènera à rien. Oui. Parce que c'est le dernier match de Alundra Blaze à la WWE Oui. avant de partir pour la WCW. Ça, on en parlera plus tard, ne t'inquiète pas. Mais ouais, c'est dommage parce que là, il tease quelque chose qui pourrait être potentiellement assez cool, mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Bon, Et du coup, honnêtement, suite je pense à. que tout le monde s'en branle, hein, franchement. Bah non, mais moi, franchement, j'ai trouvé que le match était bien. Hein. C'était plutôt cool là, comme petite interlude. Alors, la Et blague, voilà. Donc, la blague, c'est que ce Raw était enregistré oui, c'est ça par rapport à Nitro, dis-moi. la semaine précédente, le 20 novembre. Donc, le 20 Ouais. novembre, ils ont enregistré le 20, le 27 et le 4 décembre. Et donc, en connaissant les résultats, la WCW, ils se sont dit, tiens, on va les faire chier, on va mettre aussi un match de nana. Et je crois Ouais. qu'en termes de timing de la trame de chaque show, Oui, le ils sont au match même féminin, moment. c'est exactement au même moment, quoi. Oui, ils sont au même moment complètement. Et celui de la WCW est quand même bien meilleur, il faut le dire. Ça n'empêche pas que celui de la WWE soit quand même plutôt cool. Bah écoute, moi dans mes petites notes, j'ai mis que on voit comme d'hab la différence où la WWE c'est plus propre, plus posé, avec la WCW où c'est un peu précipité ou avec des fins qui sortent un petit peu de nulle part. Oui, bah alors les fins, la WCW, ça c'est toute une histoire, mais oui, moi j'ai trouvé que dans le contenu, il y avait plus de choses déjà et qu'elles ont, en termes de conquête d'une audience qui les connaît pas, elles sont sorties largement plus grandies à la WCW, tu vois. Elles arrivent, personne les connaît.
À la WWE, 5 minutes après, tout le monde s'en fout quand même un petit peu, à part Alundra Blaze. Et à la WCW, par contre, elles prennent une belle petite ovation et elles sont quand même plutôt pas mal acceptées, tu vois. C'est Donc vrai. voilà, bon, suite à. Bon, Alors pour la petite oui. anecdote, on a dans le ring donc Aja Kong et Kyoko Inoue. Donc Aja Kong qui a à l'époque une renommée déjà qui n'est plus à faire et qui est encore un nom qu'on prononce aujourd'hui. Kyoko Inoue, il faut quand même savoir, pour se rendre compte, face à Manami Toyota en 1995, elle a remporté, enfin elle a participé au match qui a été élu par le Wrestling Observer, bon après ça vaut ce que ça vaut, mais Oui. comme combat de l'année. Bah, ça valait quelque chose un peu plus que maintenant, en tout cas. Je trouve. Oui. Allez, Non? Diesel. Bah attends, donc du coup là Ah, simplement pour dire que suite à ce match-là et donc les départs de Alundra Blaze et tout, la WWE va mettre au placard là toute la division féminine là pendant jusqu'à quoi? Jusqu'à 98, quelque chose comme ça. Donc on ne verra plus tout ça. Comme tu dis donc les images, on revoit les images de Diesel qui fout 3 jackknife powerbomb à Brett, qui attaque les officiels, il nous montre également sa promo qui était hyper chouette la semaine dernière, un peu une shoot sur Vince McMahon et sur les hommes en costume de la WWE. Ça nous mène au retour de Brother Love qui interviewe Bret Hart après quasiment 5 ans d'absence à la WWE. Et comme on l'a dit la semaine dernière, il avait manqué à personne et surtout pas à moi. Le niveau d'insupportabilité de ce mec, c'est incroyable. mais finalement, est-ce que ça veut pas dire que c'est un bon personnage? Oh, franchement, moi, c'est bien trop là. Là, je pense que là, on atteint des niveaux de. On change la chaîne, quoi. C'est du go away hit? Oui, c'est horrible. En plus, il est bon. Tout ça est volontaire, hein, parce que je pense que tout ça, c'est bien évidemment voulu, mais il est filmé en maxi gros plan tout le temps. Alors au début, il laisse pas parler Brett, il lui pose des questions et il fait lui-même les réponses. Tu sens que Bret Hart s'énerve un petit peu. Finalement, Bret Hart prend le micro. Et là, voilà, on l'a déjà vu dans les semaines précédentes, Bret Hart pas génial au micro. Et là, on lui donne une fois de plus un long segment qui le met pas du tout en valeur. En termes de contenu, voilà, il parle un petit peu de son combat avec le British Bulldog qui arrive, que ça va pas être la même issue qu'à SummerSlam 92. Il parle un petit peu de l'Undertaker. Franchement, c'est nul. Et là, les ajouts de réaction de la foule, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est vraiment extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Pour moi, un des pires segments là depuis le début, une interview d'un mec qui ouais, ça ne lui apporte rien de positif. Ouais, tout est bidouillé, c'est nul. Et là, alors je pensais jamais dire ça de ma vie, mais il y a Bob Backlund qui vient de nous sauver, quoi. Il arrive par derrière, il met cash Bret Hart dans le crossface chicken wing, pardon. Il y a des officiels qui viennent mettre un terme à tout ce bordel. Et ouais, je sais pas, ça en dit long sur le niveau de tout ça. Mais Bob Backlund, vraiment, on est content de l'avoir vu. Il nous a sauvés de tout ça. Ça a duré quand même assez longtemps. Moi, j'ai trouvé ça nul. Oui, je suis d'accord. Ouais, nul. Par contre, ce qui était pas nul, c'est Henry Goodwin, qu'on voit directement pendant l'entrée de Triple H. On le voit dans sa ferme dans l'Arkansas. Et là, il prévient Hunter qui va lui ramener ses cochons en personne à In Your House. Comme je te l'ai déjà dit, là, c'est un souvenir qui est très très marquant. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs hyper visuels de ce match. Je pense que je vais essayer de le re-regarder pour voir ce que j'en pense 25 ans après. Ensuite, donc ouais, le match de Toi Triple H qui est contre. Toi qui Dis-moi. as peur des cochons, là, quand tu vois Oui. ce segment-là, c'est difficile à regarder ou pas forcément? Franchement, je t'ai dit, je pense que je choisirais de toucher tous les animaux avant les cochons. C'est vraiment de le voir, ça ne me fait pas peur, mais par contre, l'idée de les toucher m'insupporte. Pourtant, on a déjà mangé du jambon chez toi. Oui, c'est vrai. Mais c'était mieux packagé, tu vois. C'était plus lisse. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai un problème avec ça. Faudra que je creuse un peu. Que je consulte. Oui, faudra que c'est ça veut dire ça, creuser de nos jours. Du coup, on a Triple H contre le jobber John Crystal. C'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent cette année. La fin, c'est exactement la même. Ça dure même pas 2 minutes. C'est pas intéressant. Ouais, on attendait peut-être une intervention ou quelque chose avec Godwin, mais non, rien du tout. On continue. C'est l'inverse de la WCW. Hein. Triple H est invaincu depuis le mois d'avril.
Alors que la WCW, à chaque fois que tu as un newcomer, enfin un mec qui débarque, ils le font perdre lors de son premier match. Ouais. Ah non, mais de toute façon, c'est maintenant, vu qu'on les traite à chaque fois en parallèle chaque épisode, quand tu prends les deux émissions l'une à côté de l'autre, c'est incroyable. C'est deux planètes différentes, quoi. C'est hyper cool. Et oui, donc après, on continue avec Vince qui annonce un nouveau match pour le In Your House 5 qui sera Razor Ramon et Marty Jannetty contre le 1-2-3 Kid et Sid. Donc là, Réjouissance. oui, écoute, ça va, si, ça va. Sid était plutôt surprenant la dernière fois qu'on l'a vu. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, on a, pareil pour In Your House, on a une promo de Jim Cornette et Owen Hart qui lancent un challenge ouvert pour le pay-per-view, en insistant bien sur le fait que tout le monde a dorénavant plutôt peur de Owen après ce qu'il a fait à Shawn Michaels avec l'Enziguri, etc. la semaine dernière. Voilà, bon, ils essayent de faire bénéficier aussi un petit peu Owen de tout ce qui s'est passé. On verra ce que ça va donner. On passe ensuite au main event, l'éternel Kama contre Undertaker pour les restes, on va appeler ça les restes de l'urne. C'est très. Enfin, comment dire c'est un big deal ce truc parce que Kama Oui, a ça a pris récupéré toute l'année. l'urne à WrestleMania 11 après le match d'Undertaker contre King Kong Bundy. C'est ça. Euh, Il l'a fait fondre il l'a fait fondre pour en faire une chaîne pour en faire une chaîne qu'il porte depuis. qu'il porte depuis. Je répète pas tout ce que tu dis, c'est pas un jeu, mais ouais, grosso modo, c'est ça. Donc à l'époque, c'était quand même vachement big deal parce que moi, je me souviens extrêmement clairement que après WrestleMania, je savais qu'il y avait un superstar où il y aurait Godwin contre l'Undertaker. Et Raymond Rougeau nous avait dit que ce serait le premier match donc Undertaker sans son urne et qui va être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va être capable de catcher. Moi, je m'étais dit, putain, Oui, ça se trouve, ça va sans être... la source de tous ses pouvoirs, quoi. Ça se trouve, il va être à égalité avec Godwin, Ouais, tu oui. vois. Et donc, j'étais chez Frank Fritsch, je me souviens très bien. Et je lui avais dit que je devais rentrer parce qu'à l'époque, c'était quand Superstar était diffusé le samedi après-midi à 14h35, je crois. Donc, c'était vraiment un gros truc à l'époque. Et là, ça fait que depuis la semaine dernière, on a dit, ah oui, au fait, ce machin-là, ce big truc qui traîne depuis 6 mois, bah, ça se termine la semaine prochaine. Ouais. Oui, parce qu'il n'y en avait pas vraiment mention. Même quand l'Undertaker a déjà combattu et il n'y a jamais eu mention de tout ça. Ouais. Alors, Kama, quand il débarque, tu sais à qui il m'a fait penser? Enfin, c'est même pas à qui il m'a fait penser, c'est un jumeau, Alistair Dis-moi. Overeem. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Il y a de ça. Exactement la même gueule. Il y a de ça d'Alistair Overeem, le bonjour à Brock Lesnar. Alors, il arrive. Alors, ce qu'il n'a pas en commun avec Alistair Overeem, c'est qu'il arrive en béquille, hein. Donc, déjà, on se dit, putain, c'est le main event qui nous hype depuis une semaine, mais on Oui, mais l'aura pas. Becky, Attends, il y a un guet-apens de compétition derrière ces béquilles. Attends. Donc oui, Ted DiBiase dit que voilà, Kama n'est malheureusement pas en mesure d'affronter l'Undertaker et qu'il s'est offert les services de Mo pour le remplacer. Donc Il restait plus que lui, quoi. Tu te dis super. Bon, l'Undertaker, méga pop pour l'Undertaker qu'on voit pour la première fois à Raw avec son masque. Et sa musique avec du vent. Oui, non mais ouais, terrifiant. Là, encore une fois, si on se remet dans le contexte de 95, il ne manquait que ça à l'Undertaker, tu vois. Le vent du cimetière. Ouais, non mais tout est génial. L'angoisse. Et là, ben écoute, tu as déjà gâché tout, parce que donc après même pas une minute, évidemment, les béquilles, c'était une ruse, Yann. Becky Lynch. C'était une ruse, mais oui, The Man, c'était une ruse. Donc là, ils s'en prennent à deux à l'Undertaker. Ça n'a aucun effet sur la suite du match, qui se finit rapidement avec un chokeslam pour la victoire. Et là, donc l'urne, qui n'est plus une urne, qui est une chaîne, elle est posée sur Appelons l'urne chaîne, tant qu'elle est chaîne. L'urne est chaîne, elle est posée sur un poteau du ring. Mm-hmm. Victoire de l'Undertaker. Il la récupère. Et c'est surtout qu'ils se cassent en fait, c'est-à-dire que c'est leur précieux le plus extraordinairement précieux depuis WrestleMania, donc ça fait quand même 6 ou 7 mois, voire plus, je sais plus. Les temps bibliques. Oui, depuis Lusters, comme on dirait, depuis des lustres. Since Lusters. Et là, ils se disent pas, tiens merde, ils se barrent en fait. Ils laissent juste la chaîne pour qu'Undertaker puisse la récupérer. C'est une pop extraordinaire quand il la récupère.
À ce moment-là, Mabel arrive, il y a aussi Yokozuna qui arrive. Du coup, l'Undertaker, il sent le rififi là à venir. Alors Et là, il prend Mabel est à l'extérieur du ring, Yoko dans le ring. Donc là, il Voilà, est vraiment... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échappatoire. Il est niqué, quoi. S'il sort, c'est Mabel. S'il reste dedans, il y a quand même Yoko, avec le risque que Mabel monte. Oui, c'est ça. Du coup, là, il se dit, putain, faut que je fasse quelque chose, mais il prend la plus mauvaise décision possible, c'est qu'il donne cette urne devenue chaîne à Paul Bearer qui est seul à l'extérieur. Bah oui. Donc là, ben oui, ça va pas bien se finir cette affaire. Moi, je te le dis, tu vois. Il a pas vraiment retenu les leçons. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe, Yann? Eh bien, Exactement. arriva ce qui devait arriver. Exactement ce qui devait arriver. Donc Mabel s'en prend à Paul Bearer et il se barre en courant avec la chaîne. Donc on vient de mettre fin à quasiment une année de storyline de Kama qui a volé l'urne pour recommencer 3 secondes après Et ouais. avec quelqu'un d'autre qui a volé l'urne. C'est ça le génie. Donc là, moi, j'ai envie de te dire, j'abandonne, quoi. Alors, si tu abandonnes, parce qu'on va conclure là-dessus, hein, l'épisode est quand même long aujourd'hui, je vais quand même te poser une question essentielle. Dis-moi. Et je vais la poser aussi à tous les auditeurs qui pourront répondre en commentaire, bien entendu. Si le pouvoir de Feu Urne était l'urne, et que l'urne fondue sans son contenu, c'est-à-dire les cendres de la tente ou un truc comme ça. Oui, la fumée verte. Oui, mais si dans le collier fondu, c'est-à-dire sans la fumée ou les cendres, il y a toujours le pouvoir, c'est que c'est pas le contenu de l'urne qui est le pouvoir, c'est simplement l'or. Oui, c'est ça. Et ça, oui, on donc du coup, ne nous l'a jamais dit. On nous a arnaqué depuis le début. On nous a fait croire qu'il y avait un truc dans l'urne qui avait de l'importance, alors que fondu sans le truc, elle a toujours de l'importance. Ça. Mais s'il y en a bien un qui s'est pas fait duper, c'est Mabel qui a bien compris que la chaîne valait l'urne. Ouais, mais lui, il va aller à Harlem, il va la revendre, et puis basta, quoi. contre une boombox. Contre une balance, plutôt. Donc voilà, écoute, on nous annonce pour la semaine prochaine quand même Razor Ramon contre Dean Douglas et Marty Jannetty contre Sid. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le Nitro était un peu brouillon et fatigant à regarder. Oui, trop de Hogan. J'ai trouvé que Raw, c'était plus clean. Mais on a moins le sentiment qu'il y a des choses importantes qui se passent, quoi. Oui, et puis là, on arrive sur ce que je te disais sur un épisode précédent, je sais plus exactement, c'est que là, le segment Brother Love Bret Hart, c'est nul au point de changer la chaîne. Alors que à la WCW, quand c'est nul, tu restes pour te marrer. Et t'appelles tes potes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment les mêmes niveaux de nullité et ouais, c'est la WCW, c'est difficile, je pense, pour les auditeurs. Enfin, il faut vraiment le voir pour le croire, quoi. À certains moments. La semaine prochaine, on a quoi? Donc on a Razor. Non, attends, c'est quoi? Oui, Razor est contre Dean Douglas et Marty Jannetty contre Sid. Oui, donc ça fait quand même 2 gros matchs, 2 matchs de gros calibre. Ouais. Donc moi je suis curieux de voir jusqu'à la fin de l'année s'il y a un petit changement dans le booking et que Vince McMahon commence à balancer un peu plus de sauce lors de Raw. Au détriment des matchs. On pense déjà que la semaine prochaine, c'est la WCW qui gagne parce qu'il y a Charles Barkley. Ah oui. Spoiler. Oui, ils sont à Phoenix. Oui, formidable. Donc oui, voilà pour cet épisode qui est long. Hein. Quand c'est un peu le bordel, on tire en longueur. Mais c'est pour le plaisir de tout le monde, je pense. Oui, on a pu faire des points intéressants. Ouais, tu me fais marrer avec tes points. Faisons un point. Bref, voilà, merci à tous d'avoir regardé l'émission. J'espère que vous avez kiffé, que vous soyez en pause déjeuner, dans la voiture, dans les transports, bref, peu importe. C'est ça aussi la beauté de Wrestling Clinic Radio, c'est que vous pouvez consommer ces émissions sans avoir à les regarder. Donc c'est bien aussi. Merci à toi Dimitri. Je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine, le jour de pas ton anniversaire. Non, il est déjà passé, mais on l'a pas mentionné, moi. Mais il est pas tombé un jour de Raw, non? On était très proches. We were very proche. Bah, attends, c'est le 17 ou c'est le 15? Non, c'est le 15. C'est 15, merde. Parce que le 17, on aurait pu le fêter avec un mois de retard lors de prochain In Your House. Mais on le fera. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas... Merci à toi. Bah oui, avec un grand plaisir. Merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
yeah, yeah.